L'après-midi tombait lourdement sur Coyoacán, cette chaleur dense de septembre qui faisait vibrer l'air comme si la ville entière était sur le point de fondre. J'étais à mon bureau, des taches d'aquarelle séchant sur mes doigts, quand j'entendis les coups à la porte. 3 frappes fermes, rythmées, que je reconnaissais déjà comme une mélodie familière après des mois à les entendre. C'était lui encore, Matteo. Je me levai lentement, mon cœur s'accélérant d'une manière que je refusais d'analyser. Je traversai l'appartement pieds nus, sentant les carreaux frais sous mes pieds, et ouvris la porte. Il était là, découpé contre la lumière dorée du crépuscule qui filtrait par la cour centrale, son uniforme kaki collé au corps par la sueur du jour, ses yeux vert miel fixés sur moi avec une intensité qui me coupait le souffle à chaque foutue fois. « Je crois que j'ai une autre lettre pour toi », dit-il, mais sa voix sonnait plus rauque que d'habitude, comme s'il avait marché trop longtemps sous le soleil. Il tendit la main, une enveloppe blanche entre ses doigts bronzés, et je la pris. Nos mains se touchèrent. Ce ne fut qu'une seconde, peut-être 2, mais je sentis l'électricité parcourir mon bras comme un éclair silencieux. Ses doigts étaient de rugueux, calleux du travail, et ils étaient chauds, si chauds que je me demandais s'il avait tenu l'enveloppe contre sa poitrine. Il ne retira pas la main immédiatement, moi non plus. Nous restâmes ainsi, connectés par ce bout de papier, par cette excuse ridicule, que nous savions tous les deux être un mensonge. « Merci », murmurai-je, ma voix à peine un chuchotement. L'espace entre nous était minimal, le cadre de la porte nous obligeant à être trop proches, et je pouvais sentir son odeur, un mélange de sueur propre, d'un savon à la fragrance de santal, et de quelque chose d'autre, quelque chose d'uniquement sien, qui me donnait envie de me pencher plus près, d'inhaler profondément, de mémoriser chaque note. Matteo sourit, ce sourire lent qui commençait toujours d'un côté de sa bouche avant de s'étendre complètement, et passa sa main libre dans ses cheveux noirs, les laissant plus ébouriffés, plus tentants. De rien, Daniel, bien que, il s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure de cette manière qui me rendait fou. Je commence à penser que je suis le pire facteur de toute la ville de Mexico. Je ris, un son nerveux qui résonna dans ma poitrine. Ou le plus dévoué. Tu reviens toujours. Oui, dit-il, et quelque chose dans son ton changea, devint plus bas, plus intime. Je reviens toujours. L'air entre nous devint plus dense que la chaleur de septembre. Je pouvais voir une goutte de sueur glisser sur sa tempe, descendre le long du contour de sa mâchoire, et je dus serrer les doigts autour de l'enveloppe pour ne pas tendre la main et tracer ce chemin avec mes propres doigts. Son regard descendit sur mes lèvres, juste un instant, mais ce fut suffisant pour que ma respiration se coince. Dans ma gorge, « Daniel », commença-t-il, en faisant un pas plus près, envahissant complètement mon espace personnel, et j'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû fermer la porte, mais j'étais figé, piégé dans la gravité de sa présence. « Oui », articulai-je à peine. Il ouvrit la bouche, ferma les yeux une seconde comme pour rassembler son courage, et puis, alors nous entendîmes des voix dans la cour. La señora Herrera revenant de faire ses courses, ses pas résonnant sur les carreaux. Matteo s'éloigna comme s'il s'était brûlé, ce moment brisé si abruptement que cela me fit mal physiquement. « À bientôt, Daniel », dit-il rapidement, sa voix irrégulière, et il se retourna avant que je puisse répondre, ses pas longs l'emportant loin de moi, me laissant planter sur le seuil comme un idiot, enveloppe en main, corps vibrant de désir non réciproque. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, fermant les yeux. Mes mains tremblaient. Je regardais l'enveloppe que je tenais. Señora Carmen Ruiz, appartement 3C. Encore une fois. Encore une erreur. Encore un prétexte parfait. Je retournai à mon bureau, sortis la boîte à chaussures du tiroir du bas, et plaçai l'enveloppe numéro 37 avec les autres. Tous ces mois, toutes ces lettres erronées, et je continuais à les garder comme si c'était des trésors. Parce que d'une manière tordue, c'était le cas. Chacune représentait un moment volé avec lui, une excuse pour nous voir, pour être proches, pour prétendre que cela, quoi que ce soit, pouvait être réel. Je pris mon pinceau le plus fin et l'aquarelle bleu cobalt, et au dos de l'enveloppe je commençai à peindre la seule chose que je pouvais, une figure solitaire à une fenêtre regardant dehors, tandis que la ville s'illuminait des lumières du crépuscule, attendant quelque chose qui peut-être n'arriverait jamais. Si cette histoire te plaît, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre, et laisse-nous dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Quand tu auras fini d'écouter toute l'histoire, note-la de 0 à 10, et dis-nous ce que tu as le plus aimé. Tes commentaires sont très importants pour nous. Je m'appelle Daniel Soto, j'ai 29 ans, et j'ai passé les 2 dernières années de ma vie à me cacher.
Pas littéralement, bien sûr, mais émotionnellement. Après que Sophia m'a quitté, quelque chose en moi s'est fermé comme une porte avec double verrou. Elle est partie à New York pour suivre ses rêves, et moi je suis resté ici à Coyoacán, dans cet appartement art déco qui sentait la peinture, fraîche et la solitude, illustrant des mondes que je ne visiterai jamais, dessinant des personnes que je ne connaîtrai jamais. Je travaille de chez moi comme illustrateur freelance. Ça sonne romantique quand on le dit comme ça, mais la vérité est plus banale. Je passe 14 heures par jour devant ma tablette graphique, avec une tasse de café froid toujours à mes côtés, des taches d'encre sous les ongles, et pour seule compagnie Spotify qui boucle infiniment des playlists de Café Takvba et Zoé. Mon appartement est un studio ouvert avec des plafonds hauts et d'immenses fenêtres donnant sur la cour centrale, où une bougainvillée pourpre pousse sauvage et belle, me rappelant que la vie continue de fleurir même quand on se sent fané. J'ai une routine stricte que je romps rarement. Me réveiller à 7 heures, yoga pendant 30 minutes dans le salon tandis que le soleil matinal peint les murs en doré, café noir sans sucre, travail jusqu'à 14 heures, sans interruption, quelque chose de rapide à manger que j'oublie généralement dans le réfrigérateur jusqu'à ce que ça sente bizarre, plus de travail jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que mon dos proteste. Je ne sors pas beaucoup. Mes amis ont arrêté de m'inviter après le 10e « Je ne peux pas, j'ai une deadline » consécutif. Ma vie sociale consiste en des appels vidéo bimensuels avec ma sœur Carolina, qui vit à Guadalajara et qui insiste pour que j'aie besoin de revivre, mais ne comprend pas que vivre fait parfois trop mal. Alors Matteo est apparu dans ma vie comme apparaissent les meilleures choses, par accident. C'était un mardi de juin, il y a 6 mois, quand j'entendis les premiers coups à ma porte. Je travaillais sur une illustration d'une forêt enchantée pour un livre pour enfants, complètement perdu dans les détails des feuilles et des créatures cachées parmi les ombres, quand le son me sortit de ma concentration. Agacé par l'interruption, j'ouvris la porte avec plus de brusquerie que nécessaire. Et il était là, Matteo Reyes, bien que je ne sache pas son nom avant des semaines, avec son uniforme de facteur de Cepomex, un sourire d'excuse sur les lèvres et une enveloppe dans sa main tendue. « Excusez-moi, êtes-vous le señor Alejandro Torres ?»« Non, répondis-je, plus sec que je ne le voulais. Il vit au 2e étage. »« Merde, murmura-t-il, mais il sourit en le disant, comme si commettre des erreurs était charmant plutôt que frustrant. Pardon, c'est mon 2e jour, et ces vieux immeubles ont une numérotation qui semble conçue par quelqu'un qui détestait les facteurs. Malgré mon irritation, je me surpris à sourire. Appartement 2B, 2 étages plus bas. Vous êtes un sauveur, dit-il, et ses yeux, Dieu, ses yeux vert miel qui semblaient capturer la lumière d'une manière impossible, rencontrèrent les miens une seconde de plus que nécessaire. Je suis Matteo, au fait. Matteo, le facteur catastrophique. Daniel l'illustrateur antisocial. Il rit un son chaud et genuin qui résonna dans le couloir étroit. Eh bien, Daniel l'illustrateur antisocial, je promets de ne plus vous déranger avec mon incompétence. Mais il le fit. Encore et encore et encore. Au début, je pensais qu'il était vraiment nul dans son travail. Chaque semaine, il y avait une nouvelle erreur. Des lettres pour la señora Ruiz du 3C, des paquets pour le señor González du ANA, des magazines pour des étudiants qui ne vivaient plus ici. À chaque fois, Matteo apparaissait à ma porte avec ce sourire d'excuse, avec ses yeux qui me faisaient oublier pourquoi j'étais agacé, avec cette manière de s'appuyer contre le cadre de la porte, comme s'il avait tout le temps du monde pour discuter. Nous commençâmes à parler. D'abord, ce n'était que des échanges brefs pendant qu'il cherchait dans son sac l'enveloppe correcte, s'excusant abondamment. Mais progressivement, ces moments s'étirèrent. Il posait des questions sur mes illustrations quand il voyait mon bureau à travers la porte ouverte. Je demandais sur sa journée, sur les histoires bizarres qu'il rencontrait en livrant le courrier. 5 minutes devinrent 10, 10 devinrent 15, jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte que j'étais resté sur le seuil pendant une demi-heure, mon café refroidissant sur la table oubliée, pendant que Matteo me racontait un monsieur dans la Colonia Roma qui recevait des lettres d'amour anonymes chaque vendredi. « Et il n'a jamais découvert qui les envoyait ?» demandai-je, genuinement intrigué. Matteo haussa les épaules, ce sourire malicieux jouant sur ses lèvres. « Je ne sais pas. Peut-être que le mystère vaut mieux que la vérité. Parfois, ne pas savoir est ce qui garde la magie vivante. Tu ne crois pas ?» Je restais à penser à ces mots pendant des jours. Je commençais à attendre ses visites. Les mardis et jeudis, quand je savais que sa tournée incluait mon immeuble, je me retrouvais distrait, écoutant chaque son dans le couloir, mon cœur sautant chaque fois que j'entendais des pas s'approcher. Je me sentais comme un adolescent avec son premier crush,
et je me haïssais pour ça. J'avais juré après Sophia que je ne laisserais plus jamais quelqu'un avoir ce pouvoir sur moi, le pouvoir de faire dépendre ma journée de s'ils apparaissaient ou non. Mais Matteo s'était glissé sous mes défenses sans effort, comme l'eau filtrant par des fissures que je ne savais pas exister. Je commençais à garder les enveloppes. Je ne sais pas exactement quand ou pourquoi ça a commencé, mais après la 5e ou 6e lettre erronée, au lieu de les jeter après les avoir remises à leur destinataire correct, je les gardais. Je les plaçais dans une vieille boîte à chaussures que j'avais trouvée au fond de mon placard, et chaque soir, avant de dormir, je les regardais comme si c'était des preuves de quelque chose de réel, de tangible. Et puis je commençais à illustrer dessus, de petites aquarelles au dos de chaque enveloppe, des moments capturés en couleurs et formes. Un homme attendant à une fenêtre, 2 silhouettes presque se touchant sur un seuil, des mains se frôlant en échangeant du papier, la ville au crépuscule vue d'en haut. Je ne le planifiais pas consciemment, mon pinceau bougeait de sa propre volonté, traduisant des sentiments que je ne pouvais pas verbaliser en images que seul moi verrais. 37 enveloppes, 37 petites œuvres d'art qui documentaient ma chute lente vers quelque chose que je craignais de nommer. Parce que la vérité était indéniable. Je tombais amoureux de Matteo Reyes, le facteur qui ne pouvait pas livrer une foutue lettre au bon endroit. Et le plus terrifiant de tout était que je commençais à soupçonner que ses erreurs n'en étaient pas du tout. La manière dont ses yeux s'attardèrent sur mon visage quand nous parlions, la façon dont il trouvait des excuses pour me toucher casuellement, une main sur mon épaule en riant de quelque chose que j'avais dit, des doigts frôlant les miens en me passant du courrier, ce moment où il s'était penché pour ramasser un pinceau que j'avais fait tomber et où nos visages étaient restés à des centimètres, l'un de l'autre pendant une seconde interminable. Les questions de plus en plus personnelles. As-tu un partenaire? Qu'aimes-tu faire quand tu ne travailles pas? Penses-tu parfois à déménager d'ici? Chaque interaction chargée d'un sous-texte qu'aucun de nous n'osait rendre explicite, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment à la porte où quelque chose a presque eu lieu, où l'air entre nous était devenu si dense de possibilités que je pouvais presque le goûter, où ses yeux avaient regardé mes lèvres avec une faim qui reflétait la mienne. Presque. Je laissai le pinceau et regardai l'enveloppe 37 avec son illustration à moitié terminée. La figure solitaire à la fenêtre me regardait en retour, et pour la première fois en 2 ans, je sentis quelque chose de plus que la résignation. Je sentis de l'espoir, fragile et terrifiant, mais réel. Demain, je livrerai cette lettre à la señora Ruiz. Demain, je retournerai à ma routine. Demain, je continuerai à prétendre que ces erreurs n'étaient que ça, des erreurs. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé ou peut-être enfin réparé, je n'étais pas sûr. Je savais seulement que je ne pouvais plus continuer à attendre sur le seuil de ma propre vie, regardant passer les possibilités sans les saisir. Si Matteo revenait demain avec une autre enveloppe erronée, peut-être, juste peut-être, j'aurais le courage de lui demander la vérité. Ou peut-être que je continuerais à être le lâche que j'avais été ces 6 mois, acceptant des miettes d'attention quand ce que je désirais vraiment était le banquet complet. Le temps le dirait. Le temps et 37 lettres qui n'avaient jamais vraiment été miennes, mais que je gardais comme si elles l'étaient. Si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Les jours suivants furent une torture exquise. Matteo n'apparut pas le mercredi comme je l'espérais, ni le jeudi. Vendredi, je vérifiais obsessivement la fenêtre chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, ma concentration complètement détruite. J'avais ruiné 3 illustrations parce que ma main tremblait trop, mon esprit divagant constamment vers ses yeux vert miel et cette presque promesse qui était restée suspendue entre nous. L'avais-je effrayé? Avais-je complètement mal interprété les signaux? Peut-être qu'il était juste gentil, peut-être que j'avais projeté mes propres désirs sur des gestes qui ne signifiaient rien. L'anxiété me rongeait de l'intérieur comme de l'acide, me rappelant pourquoi j'avais décidé de ne plus jamais ressentir. Le samedi matin, pendant que je faisais du yoga en essayant de calmer mon esprit agité, j'entendis un coup doux à la porte. Mon cœur s'arrêta. C'était le week-end. Il n'y avait pas de livraison postale le samedi. Je me levais du tapis, mon t-shirt collé au corps par la sueur, les cheveux complètement ébouriffés, conscient que j'avais l'air terrible mais sans m'en soucier assez pour me arranger. J'ouvris la porte et Matteo était là mais différent. Il ne portait pas son uniforme. Il avait un jean sombre qui épousait parfaitement ses longues jambes, une chemise en lin blanche avec les premiers boutons défaits, révélant la peau bronzée de sa poitrine, et ce cordon en argent avec la dent de loup que je ne lui avais jamais vu avant pendant juste dans le creux de sa gorge. Ses cheveux étaient plus ébouriffés que d'habitude, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois, et il y avait quelque chose dans ses yeux,
une vulnérabilité que je n'avais jamais vue quand il portait son uniforme de facteur. « Salut » dit-il, et sa voix sonnait aussi nerveuse que je me sentais. « Salut » répondis-je, incapable de former des pensées cohérentes, au-delà de combien il était beau, baigné par la lumière matinale. Matteo respira profondément, sortit quelque chose de sa poche arrière, une enveloppe blanche immaculée, et me la tendit. « Cette fois, c'est vraiment pour toi. » Mes doigts tremblèrent quand je la pris. L'enveloppe avait mon nom écrit d'une calligraphie soigneuse, élégante, si différente des étiquettes imprimées des correspondances erronées. Pas d'expéditeur, pas de timbre. Je l'ouvris lentement, conscient que Matteo m'observait intensément, et à l'intérieur il y avait une unique lettre écrite à la main. « Daniel », lisait-elle, « j'ai commis 37 erreurs intentionnelles juste pour avoir une excuse de te voir. Je ne suis pas si mauvais facteur que je l'ai prétendu. Je suis juste un lâche qui ne savait pas comment te demander un rendez-vous sans risquer ces moments volés que j'ai fini par needing comme l'air. Prendrais-tu un café avec moi? Pas comme le facteur distrait et l'illustrateur. Patient, mais comme Matteo et Daniel. Comme deux hommes qui peut-être, juste peut-être, pourraient être quelque chose de plus. Si la réponse est non, je comprendrai. Je continuerai à livrer ton courrier correctement dorénavant, je te le promets. Mais s'il y a une possibilité, aussi petite soit-elle, que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens quand je te vois, alors s'il te plaît, dis oui. Matteo. Le monde s'arrêta. L'air sortit de mes poumons dans une exhalation tremblante tandis que je relisais les mots 1, 2, 3 fois, m'assurant qu'ils étaient réels, que je ne les avais pas imaginés dans mon désespoir. Quand je levai enfin les yeux, Matteo avait l'air terrifié, ses mains enfoncées dans ses poches, se mordant la lèvre inférieure de cette manière qui me rendait fou. 37, murmurai-je, et un rire incrédule échappa de ma gorge. 37 erreurs intentionnelles. Je les ai comptées, admit-il, un sourire timide courbant ses lèvres. Chacune, chaque excuse pathétique pour frapper à ta porte. Et j'aurais continué à en inventer plus si nécessaire, parce que Daniel, ces 6 derniers mois, ces 15 minutes volées avec toi 2 fois par semaine, ont été le meilleur de mes jours. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Quelque chose se brisa en moi. Tous ces murs que j'avais construits si soigneusement après Sofia, toutes ces défenses que je pensais impénétrables, et au lieu de peur, je sentis du soulagement de savoir que je n'avais pas imaginé la connexion, que je n'avais pas été seul dans ce désir qui me tenait éveillé la nuit. Oui, dis-je, ma voix rauque d'émotion. Oui, je prendrai un café avec toi. Matteo. Son visage s'illumina d'un sourire si radieux que je dus cligner des yeux. Il fit un pas en avant puis s'arrêta, comme s'il luttait contre l'impulsion de me toucher. Maintenant? Pouvons-nous y aller maintenant? Je connais un endroit parfait sur la Plaza Hidalgo, la Selva. Ils font le meilleur café de Hola de tout Coyoacán, et ils ont une terrasse où nous pouvons nous asseoir sous les jacarandas et... Il s'arrêta riant de lui-même. Désolé, je suis nerveux, incroyablement nerveux. Moi aussi, admis-je, et l'honnêteté se sentait libératrice. Donne-moi 5 minutes pour me changer. Prends tout le temps qu'il te faut. J'ai attendu 6 mois, 5 minutes de plus ne me tueront pas. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, la lettre encore dans ma main, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. C'était réel. Ça arrivait. Après 2 ans à exister en nuances de gris, le monde explosait soudainement en couleur à nouveau. Je me changeai rapidement, choisissant un jean sombre, un t-shirt blanc doux et mon cardigan moutarde préféré malgré la chaleur, parce qu'il me faisait me sentir confiant. Je me lavai le visage, me coiffai les cheveux en les laissant assez ébouriffés pour paraître décontracté mais soigné, mis mes lunettes, et avant de sortir, je pris la boîte à chaussures avec les 37 enveloppes et la mis dans mon sac à dos. Je ne savais pas pourquoi, je savais juste que je voulais que Matteo les voie, qu'il sache que ces erreurs avaient signifié autant pour moi que pour lui. Quand j'ouvris la porte, Matteo était toujours là, appuyé contre le mur du couloir, téléphone en main mais sans vraiment le regarder, perdu dans ses pensées. Quand il me vit, il se redressa, rangea le téléphone et m'offrit ce sourire qui faisait faire des loopings à mon estomac. « Prêt ?» demanda-t-il. « Prêt. » Nous marchâmes ensemble hors de l'immeuble, descendant les escaliers vers la cour où la bougainvillée pourpre se déversait sur les murs comme une cascade de fleurs. Le matin était lumineux et chaud, le ciel d'un bleu impossible parsemé de nuages blancs duveteux. Les rues de Coyoacán prenaient vie avec le rythme posé du week-end. Des enfants jouant sur les places, des vendeurs ambulants poussant, des chariots d'élotes et de tamales, l'odeur de pendules flottant des boulangeries. Au début, nous marchâmes en silence, mais ce n'était pas gênant.
C'était le silence de deux personnes si conscientes l'une de l'autre que les mots semblaient inutiles. Nos bras se frôlaient occasionnellement, tandis que nous naviguions sur les trottoirs étroits, et chaque contact envoyait des étincelles électriques sur ma peau. « Puis-je te demander quelque chose ?» dis-je enfin quand nous tournâmes dans la rue Francisco Sosa, où les jacarandas formaient un dais violet au-dessus de nos têtes. « N'importe quoi. Quand as-tu décidé que tu allais me donner cette lettre? Quand as-tu su que tu ne pouvais plus continuer avec les erreurs ?» Matteo soupira, passant sa main dans ses cheveux. « Mardi, quand presque je t'ai embrassé à ta porte et que la señora Herrera nous a interrompus. Je suis parti de là en me rendant compte que je devenais fou, Daniel. 6 mois à inventer des excuses pour te voir, à mémoriser ton emploi du temps, à savoir exactement quel jour tu travaillais de chez toi et lesquels tu sortais pour des réunions, à apprendre comment ton front se plisse quand tu es concentré sur une illustration difficile, ou comment tu souris seulement d'un côté de ta bouche quand tu dis quelque chose de sarcastique. Je savais trop et je ne savais rien en même temps. Je ne savais pas si tu ressentais quelque chose pour moi ou si tu étais juste poli avec le facteur incompétent. Je ressentais quelque chose, admis-je à voix basse. Bien plus que quelque chose. Je commençais à attendre tes visites comme un adolescent pathétique. Je ruinais du travail les jours où je savais que tu viendrais parce que je ne pouvais pas me concentrer. Je gardais toutes les enveloppes comme si c'était des trésors. Il s'arrêta net, se tournant vers moi avec une expression incrédule. « Tu les gardais ?» J'acquiesçais, me sentant vulnérable mais aussi courageux. Les 37, je les ai dans mon sac à dos en ce moment. « Daniel ?» Sa voix se brisa un peu et l'émotion brute sur son visage me fit vouloir combler la distance entre nous, mais nous étions au milieu de la rue, avec des gens passant autour de nous. Je les ai aussi illustrés, continuai-je, ayant besoin qu'ils sachent tout. De petites aquarelles au dos, des moments, des sentiments, des choses que je ne pouvais pas te dire mais que j'avais besoin d'exprimer d'une manière ou d'une autre. « Puis-je les voir ?» demanda-t-il. Et il y avait un tel désir dans sa question que je ne pus qu'acquiescer. Nous trouvâmes un banc sous un jacaranda sur la Plaza Hidalgo, près de la fontaine centrale où l'eau chantait sa mélodie constante. Je sortis la boîte à chaussures de mon sac à dos et la plaçai entre nous. Matteo l'ouvrit avec des mains tremblantes, sortant la première enveloppe puis la deuxième, observant chaque illustration avec une intensité qui me faisait me sentir complètement exposé. « Mon Dieu, Daniel !» murmura-t-il après en avoir vu une douzaine. « Elles sont magnifiques, tristes et pleines d'espoir en même temps. C'est comme si tu pouvais voir dans ma tête et peindre exactement ce que je ressentais. Peut-être parce que nous ressentions la même chose, dis-je doucement. Il leva les yeux des enveloppes, ses yeux vert miel brillants de ce qui aurait pu être des larmes, et sourit. Nous sommes une paire d'idiots, hein? À gaspiller 6 mois à danser autour de ça quand nous aurions pu être... Quoi? L'interrompis-je, me penchant plus près. Qu'aurions-nous pu faire, Matteo? Son regard descendit sur mes lèvres, et cette fois il n'y avait pas de señora Herrera pour interrompre, pas de portes à fermer ou d'excuses à inventer. Il n'y avait que nous deux, les enveloppes éparpillées sur le banc, entre nous comme preuve de tout le temps que nous avions perdu. Ça, dit-il, et il se pencha, comblant l'espace qui nous séparait. Le premier baiser fut doux, hésitant, lèvres à peine se frôlant comme une question. Mais quand je ne m'éloignais pas, quand au contraire je me rapprochais, ses mains trouvèrent mon visage, me tenant comme si j'étais quelque chose de précieux, et le baiser s'approfondit. Ses lèvres étaient douces et avaient un léger goût de café et de menthe, bougeant contre les miennes avec une urgence contenue qui faisait écho à tout le désir accumulé des 6 derniers mois. Ma main trouva l'arrière de son cou, doigts s'enroulant dans ses cheveux, et il fit un son bas dans sa gorge qui m'envoya des frissons le long de la colonne. Le monde s'effaça, le bruit de la place, les gens passant, l'eau de la fontaine. Tout ce qui existait était la sensation de ses lèvres sur les miennes, ses mains sur mon visage, la chaleur de son corps si proche du mien que je pouvais sentir son cœur battre aussi vite que le mien. Quand nous nous séparâmes enfin tous deux essoufflés, Matteo appuya son front contre le mien, ses yeux fermés, un sourire courbant ses lèvres gonflées. « Ça valait la peine », murmura-t-il. « Chacune de ces 37 erreurs, ça valait totalement la peine. » Je ris, le son bouillonnant de ma poitrine, et je me rendis compte que je n'avais pas ri comme ça, avec cette joie pure et sans filtre, depuis des années. Mieux vaut tard que jamais. Bien que techniquement, dit-il, ouvrant les yeux avec cet éclat malicieux que je reconnaissais déjà, je pourrais arguer que toutes étaient des succès déguisés en erreurs, parce qu'elles m'ont amené ici, à ce moment, avec toi, très philosophique pour un facteur. Je suis un facteur qui lit de la poésie en secret, admit-il, et la vulnérabilité dans sa confession me fit l'aimer encore plus. Octavio Paz est mon favori,
Mon corps sera-t-il fait de ton corps? Tes os sont les miens. Ce genre de choses. Récite-moi quelque chose, demandai-je impulsivement, ayant besoin d'entendre sa voix envelopper ses mots. Matteo sourit, prit ma main entre les siennes, traçant des motifs sur ma paume avec son pouce, et commença. Deux corps face à face sont parfois deux vagues, et la nuit est océan. Deux corps face à face sont parfois deux pierres, et la nuit désert. C'est Paz, expliqua-t-il doucement. Ça me rappelait toujours nous, deux personnes, si proches, mais séparées par tout cet espace non dit entre nous. Plus maintenant, dis-je fermement, serrant sa main. Plus d'espace non dit, plus jamais, convint-il, et il m'embrassa à nouveau, plus doux cette fois, une promesse scellée avec des lèvres et des soupirs partagés. Nous passâmes le reste de la matinée à la selva, comme Matteo l'avait prévu, assis sur la terrasse sous les jacarandas qui laissaient tomber des pétales violets comme du confetti autour de nous. Nous bûmes du café de Hola servi dans des jarres en argile qui brûlaient à nos mains, partageâmes une assiette de conchas saupoudrée de sucre, et parlâmes, vraiment parlâmes, sans les limites artificielles, des livraisons de courrier ou des excuses inventées. Il me raconta sa famille à Puebla, conservatrice et religieuse, qui n'avait pas bien pris sa sortie du placard il y a 3 ans, sur son mariage raté avec une femme qu'il aimait, mais jamais de la bonne manière, et la culpabilité qu'il portait encore pour cette douleur qu'il avait causée. Sur ses rêves d'un jour écrire sa propre poésie, mais la peur paralysante de ne pas être assez bon. Je lui racontais sur Sofia, sur comment son départ m'avait brisé de manière que j'étais encore en train d'apprendre à réparer, sur mes propres insécurités en tant qu'artiste, le syndrome de l'imposteur qui me chuchotait que je ne serais jamais assez bon, sur la solitude qui était devenue ma compagne constante jusqu'à ce qu'il commence à frapper à ma porte avec ses erreurs parfaites. C'était facile de parler avec Matteo. Pas de jugement, pas de pression pour être quelqu'un que je n'étais pas, juste de l'acceptation et une curiosité genuine, et une connexion qui se sentait à la fois excitante et profondément confortable. Quand le soleil était haut dans le ciel et que la chaleur du midi devint oppressante, nous marchâmes de retour à mon appartement main dans la main, nos doigts entrelacés naturellement comme s'ils avaient été destinés à s'emboîter ainsi tout le temps. À ma porte, Matteo s'arrêta, me tournant vers lui. « Puis-je te voir demain ?» demanda-t-il, et l'espoir dans sa voix me fit fondre. « Tu peux me voir tous les jours si tu veux. Attention à ce que tu promets, » taquina-t-il, mais ses yeux étaient sérieux. « Je pourrais devenir accro à toi, Daniel Soto. »« Eh bien, dis-je, me mettant sur la pointe des pieds, pour effleurer mes lèvres contre les siennes brièvement, ça ferait 2. Je l'embrassai une fois de plus, long et lent, mémorisant son goût, la sensation de ses bras autour de moi, avant de me forcer à reculer et à entrer dans mon appartement. Quand je fermais la porte, je pouvais sentir sa présence de l'autre côté, nous deux souriant comme des idiots, et je sus que ma vie venait de changer d'une manière fondamentale et irréversible. Et pour la première fois en 2 ans, j'étais complètement d'accord avec ça. Les 3 semaines suivantes furent comme vivre dans un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Matteo devint une constante dans ma vie, une présence qui remplissait les espaces vides que je ne savais même pas exister. Nous nous voyions presque tous les jours. Petit déjeuner dans de petites fondas où l'on servait des chilaquilis avec assez de piment pour faire pleurer. Après-midi dans mon appartement où il lisait de la poésie à voix haute pendant que j'illustrais. Nuits à marcher dans les rues de Coyoacán sous des lumières ambrées qui faisaient tout paraître magique. Chaque moment avec lui était une révélation. Je découvris que Matteo était terrible en cuisine mais insistait pour essayer quand même, résultant en dîner brûlé et rire hystérique. Qu'il avait une cicatrice en forme de croissant sur son épaule droite, de quand il avait essayé de sauver un chien errant enfant, et que le chien, effrayé, l'avait mordu, qu'il pouvait réciter des poèmes entiers de Jaime Sabines de mémoire, sa voix devenant douce et révérencieuse quand les mots parlaient d'amour et de perte, qu'il dormait avec son bras toujours cherchant quelque chose à enlacer, comme s'il avait besoin d'être connecté même dans ses rêves. Et il me connaissait, vraiment me connaissait. Il savait quand j'avais besoin de silence pour travailler et quand j'avais besoin qu'il me sorte de ma tête. Il comprenait mon perfectionnisme obsessionnel sans le juger, mais savait aussi quand me pousser doucement à lâcher prise et à accepter que assez bon était parfois exactement ça. Assez. Il m'apportait du café exactement comme je l'aimais sans que j'aie à le demander, et avait mémorisé la manière dont mon visage s'illuminait quand je résolvais un problème difficile dans une illustration. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait des ombres que aucun de nous ne mentionnait, des secrets qui restaient non dits même pendant que nous partagions nos corps et nos cœurs. Je remarquais comment Matteo se tendait chaque fois que son téléphone sonnait, comment il vérifiait l'écran avec une expression d'anxiété
avant de décider s'il répondait ou non. Comment parfois, au milieu d'une conversation, son regard devenait distant, comme s'il luttait avec quelque chose d'intérieur qu'il ne savait pas comment partager avec moi. Il y avait des questions que je voulais poser, mais n'osais pas, craignant de briser cette bulle fragile de bonheur que nous avions construite. Et puis il y avait mon propre secret, celui qui pesait plus lourd chaque jour qui passait, l'offre de Barcelone. Elle était arrivée 2 semaines avant que Matteo me remette cette lettre, un email d'Editorial Estrella avec un contrat joint, qui représentait tout ce dont j'avais toujours rêvé professionnellement. Illustrer une série de 6 livres pour enfants pour le marché espagnol, un salaire qui triplait ce que je gagnais maintenant, l'opportunité de travailler avec certains des meilleurs écrivains de littérature infantile d'Europe, 2 ans à Barcelone, tous frais payés, avec option d'extension. Le Daniel d'il y a un mois aurait dit oui sans hésiter. Mais le Daniel d'aujourd'hui, celui qui se réveillait avec des messages de bon matin de Matteo, celui qui avait redécouvert ce que ça faisait d'être heureux, ne pouvait pas simplement faire ses valises et laisser ça derrière. J'avais 3 jours pour répondre. 3 jours pour décider entre le rêve professionnel que j'avais poursuivi toute ma vie et l'homme qui me faisait vouloir rester exactement où j'étais. Je n'en avais rien dit à Matteo. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, les mots se coincèrent dans ma gorge, remplacés par des baisers et des distractions, et l'espoir lâche que si je n'en parlais pas, peut-être que ce ne serait pas réel. Mais le mardi après-midi, pendant que Matteo et moi étions dans mon appartement, lui allongé sur mon canapé lisant un livre de Rosario Castellanos, moi à mon bureau terminant une illustration de dernière minute, mon téléphone sonna avec un appel vidéo. « Carolina, ma sœur. »« Excuse-moi, » dis-je à Matteo levant le téléphone. « C'est ma sœur. Je n'en ai pas pour longtemps. » Il acquiesça distraitement, perdu dans sa lecture, et je m'échappais dans ma chambre fermant la porte. « Petit frère. » Le visage de Carolina emplit l'écran, son sourire large. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes 5 derniers messages ? Je commençais à penser que tu t'étais enfin transformé en ermite complet. Désolé, Caro, j'ai été occupé. » Ses yeux se plissèrent de suspicion. « Occupé ou j'ai rencontré quelqu'un occupé ? Parce que tu as cette tête d'amoureux idiot que tu jurais ne plus jamais avoir après Sofia. » Je rougis, ce qui ne fit que confirmer ses soupçons. J'ai peut-être rencontré quelqu'un. Carolina cria si fort que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Je le savais, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu avais juste besoin de t'ouvrir à la possibilité. Raconte-moi tout. Qui est-ce? Comment vous êtes-vous rencontrés? L'aimes-tu déjà? S'il te plaît, dis-moi que tu l'aimes déjà parce que tu mérites d'être heureux, Daniel. Si heureux. C'est compliqué, admis-je m'asseyant au bord de mon lit. Il s'appelle Matteo. C'est le facteur qui livrait le courrier dans mon immeuble. Il est incroyable, Caro. Il est tout ce que je ne savais pas avoir besoin. C'est magnifique, dit-elle, son expression s'adoucissant. Alors pourquoi as-tu l'air que le monde s'effondre? Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. Barcelone. Merde. Tu as déjà répondu? J'ai jusqu'à vendredi. Et je ne sais pas quoi faire. Si ça avec Matteo était arrivé il y a 2 mois, j'aurais rejeté l'offre sans y penser à 2 fois pour rester. Mais nous ne sommes ensemble que depuis 3 semaines, Caro. 3 semaines. Comment puis-je prendre une décision qui affectera les 2 prochaines années de ma vie sur la base de 3 semaines? Tu le lui as dit? Non, Daniel. Je sais. J'ai besoin de lui dire. Mais j'ai peur. Peur que si je lui dis, ça finisse avant même de vraiment commencer. Peur qu'il me dise d'y aller et de réaliser mes rêves, en étant noble et altruiste, quand ce que je veux vraiment, c'est qu'il me demande de rester. Peur qu'il me demande de rester et que je doive choisir entre lui et ma carrière. Il n'y a pas de bonne réponse ici, Caro. Ma sœur me regarda avec cette expression de grande sœur que je connaissais trop bien, celle qui disait qu'elle allait me donner des vérités dures que je ne voulais pas entendre, mais dont j'avais besoin. Sais-tu ce qui me semble plus terrifiant que de prendre la mauvaise décision? Ne prendre aucune décision et tout perdre par défaut. Parle-lui, Daniel. Donne-lui la chance d'être partie de cette décision. Peut-être qu'il te surprendra. Après avoir raccroché, je restai assis sur mon lit pendant longtemps, ces mots résonnant dans ma tête. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mais savoir ce que je devais faire et avoir le courage de le faire étaient 2 choses complètement différentes. Quand je retournais dans le salon, Matteo avait laissé son livre de côté et regardait mon bureau, spécifiquement un dossier qui était resté ouvert avec les croquis pour le projet de Barcelone éparpillé sur la surface. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, sa voix étrangement neutre tandis qu'il tenait un des croquis. « Ça dit Editorial Estrella Barcelone ?» Mon cœur sombra. « Matteo, quand allais-tu me le dire ?» m'interrompit-il, et maintenant il y avait quelque chose de tranchant dans son ton,
Une blessure que je pouvais voir se former en temps réel. Ou allais-tu simplement disparaître un jour et me laisser me demander ce que j'avais fait de mal? Ce n'est pas comme ça, dis-je rapidement m'approchant de lui. Tu n'allais rien faire de mal. Ça est arrivé avant que toi et moi, avant que nous quoi, Daniel? Avant que nous nous embrassions? Avant que je te dise que tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années? Quand exactement prévoyais-tu mentionner que tu avais un pied dehors tout ce temps? Je n'ai pas un pied dehors. Ma voix s'éleva, la frustration et la peur se mélangeant dans ma poitrine. J'essaie de comprendre ce que diable faire parce que cette opportunité est énorme, Matteo. C'est tout pourquoi j'ai travaillé pendant des années. Mais il y a aussi toi, et je ne peux pas simplement. Non, me coupa-t-il, et il y avait quelque chose de brisé dans son expression qui me brisa le cœur. Ne fais pas de moi la raison pour laquelle tu ne réalises pas tes rêves. Je ne peux pas être cette personne pour toi, Daniel. Pas encore une fois. Encore une fois? De quoi parles-tu? Matteo passa ses mains sur son visage, respirant profondément comme pour rassembler son courage. Mon ex-femme, Andrea. Une des raisons pour lesquelles notre mariage a échoué est qu'elle a mis sa vie en pause pour moi. Elle a rejeté une bourse de master à Monterrey, parce que je venais d'obtenir ce boulot de facteur à la ville de Mexico, et qu'elle ne voulait pas faire de distance. Et pendant des années, chaque fois que nous nous disputions, chaque fois que les choses devenaient difficiles, je pouvais voir le ressentiment dans ses yeux. J'ai sacrifié mes rêves pour toi, et regarde comment ça a tourné. Ça m'a détruit, Daniel. Ça m'a détruit de savoir que je l'avais rendue petite même sans le vouloir. Je ne suis pas Andrea, dis-je doucement, essayant d'atteindre sa main, mais il s'éloigna. Je sais, mais je ne peux pas être la raison pour laquelle quelqu'un reste quand il devrait partir. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité encore. Ses yeux rencontrèrent les miens, humides d'émotions non versées. Si Barcelone est ce que tu veux, tu devrais y aller, et je te soutiendrai même si ça me tue de te voir partir. Et si je ne sais pas ce que je veux? Ma voix se brisa. Et si la seule chose claire dans toute cette situation est que je ne veux pas te perdre? Alors tu as 3 semaines pour le découvrir, dit-il, et il ramassa son sac, se dirigeant vers la porte. Parce que je ne vais pas être ton encre, Daniel. Tu mérites plus que ça. Nous le méritons tous les deux. Matteo, attends. Mais il était déjà parti, la porte se fermant doucement derrière lui, me laissant seul dans mon appartement qui soudainement semblait trop grand et trop vide. Je m'effondrais sur le canapé, encore chaud de l'endroit où il s'était allongé, et enterrais mon visage dans mes mains. Comment tout avait-il pu mal tourner si vite? Il y a 1 heure, nous étions parfaits, et maintenant je me sentais comme si j'avais perdu quelque chose de précieux, avant même d'avoir vraiment eu la chance de m'y accrocher. Les 2 jours suivants furent une torture. Matteo ne répondait pas à mes messages, ne décrochait pas mes appels. Je passais à son appartement. J'avais tiré l'adresse d'une de ses vieilles enveloppes, mais il n'était pas là ou ne voulait pas ouvrir. Je me sentais comme un harceleur désespéré, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin de le voir, de lui parler, d'arranger ça d'une manière ou d'une autre. Dans mon désespoir, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait. Je cherchais ses amis. Je trouvais via Instagram un gars nommé Carlos, qui semblait proche de Matteo d'après les photos, et je lui envoyai un message direct expliquant qui j'étais et le suppliant d'informations. À ma surprise, Carlos répondit en 1 heure et accepta de me rencontrer dans un bar près du Zocalo ce soir-là. Carlos s'avéra être un grand gaz amical avec une barbe épaisse et un rire contagieux. Mais quand nous parlâmes de Matteo, son expression devint sérieuse. « Écoute, Daniel, dit-il après que je lui eus expliqué toute la situation. Matteo est mon meilleur ami depuis le lycée. J'ai vu tout ce qu'il a traversé avec Andrea, avec sa famille, avec sa sortie du placard, et je peux te dire que ce gars est complètement fou de toi. Il parle de toi constamment. Daniel a fait ça, Daniel a dit ça. C'est presque agaçant à quel point il est amoureux. Alors, pourquoi ne me parle-t-il pas? Parce qu'il est terrifié. Carlos se pencha en avant, sa voix baissant. Son mariage avec Andrea n'a pas seulement fini parce qu'il est gay, il a fini parce qu'il a passé 7 ans à vivre un mensonge, à se rendre petit, à se nier à lui-même parce qu'il avait peur de décevoir sa famille, leurs attentes. Et quand il a enfin eu le courage d'être honnête, il a détruit une personne qu'il aimait, dans le processus. Cette culpabilité le ronge vivant, Daniel. Donc, quand il voit le potentiel que tu sacrifies quelque chose de grand pour lui, quelque chose qui pourrait éventuellement te faire le ressentir, il panique. Son instinct est de s'éloigner avant de causer plus de dommages. Mais il ne me cause pas de dommages. La situation le fait, pas lui. Dis-le lui à lui, pas à moi. Carlos me tapa sur l'épaule. Écoute, voici mon conseil non sollicité. Soyez honnête. Complètement honnête.
sur ce que vous voulez, ce que vous craignez, ce que vous êtes prêts à faire ou non. Parce que 3 semaines ou 3 ans, s'il y a quelque chose de réel entre vous, ça vaut la peine de se battre pour. Mais vous devez tous les deux être prêts à vous battre. Cette nuit-là, je pris une décision. J'écrivis tout. Chaque pensée, chaque peur, chaque espoir. Je mis tout sur papier dans une lettre qui me prit 4 heures à écrire et réécrire jusqu'à ce qu'elle capture enfin tout ce que je ressentais. Et le lendemain, je fis exactement ce que Matteo avait fait des semaines plus tôt. Je livrai la lettre personnellement. J'arrivai à son appartement à l'aube, sachant qu'il se levait tôt pour sa tournée. Quand il ouvrit la porte, il avait l'air terrible, yeux rouges, barbe plus longue que d'habitude, cheveux ébouriffés, et mon cœur se serra sachant que j'étais la cause. « Daniel !» commença-t-il, mais je levai la main. « Juste lis ça, s'il te plaît !» lui tendis-je l'enveloppe. « Et quand tu auras fini, si tu veux toujours que je parte, je partirai. Mais d'abord, tu as besoin de savoir la vérité. » Il prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit là, sur le seuil de sa porte. Je regardais son visage pendant qu'il lisait, voyant chaque émotion traverser ses traits. Surprise, douleur, espoir, amour. La lettre disait tout, que je l'aimais, que ces 3 semaines avaient été plus réelles que des mois avec d'autres personnes, que j'avais peur de Barcelone non pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que ça signifiait le laisser, que j'avais pris une décision mais que j'avais besoin qu'il l'entende de moi d'abord, pas de ses propres peurs, que j'étais fatigué de vivre dans la peur de perdre des choses et que j'étais prêt à me battre pour ce que je voulais. Et ce que je voulais était lui, nous, une vraie chance. Quand il finit de lire, des larmes coulaient librement sur ses joues. C'est vrai, sa voix était à peine un chuchotement. Tout ça, chaque mot. Daniel, je ne peux pas te demander de rejeter Barcelone pour moi. Tu ne le fais pas. Je choisis. Et ce que je choisis est ceci. Je vais accepter Barcelone, mais avec des conditions. Son visage tomba, et je continuai rapidement. La condition est que tu viennes avec moi. Silence absolu. Matteo me regarda comme si je venais de parler dans une autre langue. Quoi? Viens avec moi à Barcelone, répétai-je cette fois plus fermement. Le contrat inclut un logement et un visa de travail pour partenaire. Barcelone a un système postal, Matteo. Tu pourrais trouver du travail là-bas. Ou pas. Tu pourrais prendre ce temps pour écrire la poésie que tu as toujours voulu écrire. 2 ans en Europe, ensemble, construisant quelque chose de réel. Et après, nous décidons, ensemble ce qui suit. Mexico, l'Espagne, où que ce soit. Mais ensemble. Tu es fou, murmura-t-il. Mais je pouvais voir l'espoir lutter avec la peur dans ses yeux. Nous nous connaissons à peine. C'est de la folie. Je sais, souris-je, comblant la distance entre nous. Mais ces dernières semaines m'ont appris quelque chose. J'ai passé trop de temps à être prudent, à être sûr, à me protéger de douleurs futures possibles, que je me suis privé de vivre le présent. Je ne veux plus faire ça. Je veux être imprudent avec toi, Matteo. Je veux sauter sans filet et faire confiance que nous trouverons un moyen de voler. Et si ça ne marche pas? Chuchota-t-il. Mais ses mains étaient déjà sur mon visage, me tenant comme si j'étais précieux. Et si ça marche? Contre-attaquai-je. Et si c'est le début de quelque chose d'extraordinaire et que nous le laissions échapper parce que nous avions trop peur d'essayer? Matteo m'embrassa alors, désespéré et profond, versant tout ce qu'il ne pouvait pas dire en mots dans ce contact. Quand nous nous séparâmes, tous deux essoufflés, il pressa son front contre le mien. Oui, dit-il. Oui à Barcelone. Oui à nous. Oui à cette folie belle et terrifiante. Et pour la première fois en jours, je sentis que je pouvais respirer complètement à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de décisions pratiques qui devaient être prises à une vitesse vertigineuse. J'avais à confirmer mon acceptation avec Editorial Estrella, Matteo devait parler à son superviseur à Cepomex de sa démission, nous devions tous les deux organiser des visas, des vols, quoi emporter et quoi laisser derrière. C'était accablant et excitant à parts égales, comme se tenir au bord d'une falaise sachant que tu vas sauter, mais sans être complètement sûr s'il y a de l'eau en bas ou des rochers. Mais au milieu de tout ce chaos, il y avait des moments de quiétude parfaite, des nuits où Matteo restait dans mon appartement et où nous restions éveillés tard, lui lisant de la poésie à voix haute pendant que je traçais des croquis de comment j'imaginais que serait notre vie à Barcelone. Des matins où nous nous réveillions enchevêtrés l'un dans l'autre, lumière dorée filtrant par les fenêtres, et tout semblait possible. J'avais décidé de dire à ma famille pour Barcelone et pour Matteo, pendant un appel vidéo familial le dimanche. Carolina savait déjà, bien sûr, mais mes parents à Querétaro n'avaient idée d'aucune des deux choses. Ma mère, prévisiblement, pleura. Mon père, typiquement contenu, acquiesça simplement et dit qu'il faisait confiance que je savais ce que je faisais.
Mon frère cadet, Sébastien, pensa que toute l'affaire était épique et me fit promettre de le visiter à Barcelone. Matteo, d'un autre côté, n'avait pas parlé à sa famille à Puebla depuis sa sortie du placard. Il me raconta une nuit, sa voix à peine audible dans l'obscurité de ma chambre, comment son père lui avait dit qu'il préférerait un fils mort qu'un fils pédé, comment sa mère pleurait mais ne le défendait pas, comment ses 2 sœurs cadettes avaient arrêté de répondre à ses appels. « Penses-tu que tu devrais essayer une fois de plus ?» lui demandai-je doucement, mes doigts traçant des motifs paresseux sur sa poitrine nue, avant que nous partions, juste pour qu'il sache. « Je ne sais pas, » admit-il, son bras se serrant autour de moi. Une partie de moi veut qu'il sache que je suis heureux, que j'ai trouvé quelque chose de réel malgré tout ce qu'ils ont dit sur moi allant en enfer. Mais une autre partie a peur qu'ils détruisent le bonheur avant qu'il ne commence vraiment. Leur rejet fait encore mal, Daniel. Ça fait si mal. Je sais, mon amour. Je pressai un baiser sur son épaule. Quoi que tu décides, je suis avec toi. 2 jours plus tard, Matteo fit l'appel. J'étais à mon bureau en train de travailler quand je l'entendis parler à voix basse depuis le salon, son ton tendu. Je me levai silencieusement et le trouvai assis sur le canapé, téléphone pressé contre son oreille, jointure blanche de serrer si fort. « Ah, maman s'il te plaît, écoute-moi juste », disait-il, et mon cœur se brisa pour la douleur dans sa voix. Je sais que papa ne veut rien savoir de moi, mais je pensais que peut-être tu voudrais savoir que je pars en Espagne, pour 2 ans, avec quelqu'un qui me rend heureux. Silence. Je pouvais entendre une voix féminine de l'autre côté, étouffée mais clairement agitée. Oui, maman. Un homme. Il s'appelle Daniel et il est... La voix de l'autre côté s'éleva, le coupant. Les épaules de Matteo s'affaissèrent. D'accord, je comprends. Je voulais juste que tu saches, au cas où ça t'importait. Il raccrocha avant qu'elle puisse finir la phrase, le téléphone tombant de ses mains tremblantes. J'allai vers lui immédiatement, m'agenouillant devant lui, prenant son visage entre mes mains. « Hé, regarde-moi » dis-je fermement. Il leva ses yeux vers les miens, brillants de larmes non versées. « Leur perte, tu m'entends? C'est leur perte de ne pas te connaître, de ne pas voir à quel point tu es incroyable. Ne les laisse pas te prendre ça, Matteo. Ne leur donne pas ce pouvoir. » Elle a dit que j'étais malade, chuchota-t-il, sa voix se brisant, que j'avais besoin d'aide, qu'elle priait la Vierge pour que je sois guéri de cette aberration. La rage me traversa chaude et intense. Il n'y a rien à guérir. Tu es parfait exactement comme tu es. Et si elle ne peut pas voir ça, si aucun d'eux ne peut, alors nous construirons notre propre famille. Nous la construisons déjà. Je le tins pendant qu'il pleurait, de grands sanglots qui secouaient tout son corps, des années de rejet et de douleur enfin se déversant. Et quand il se calma, quand il n'y eut plus de larmes, il leva les yeux vers moi avec une détermination farouche. « Tu as raison, » dit-il, sa voix rauque mais ferme. « Allons à Barcelone et construisons quelque chose qui soit complètement à nous, quelque chose que personne ne puisse nous enlever. » Nous scellâmes cette promesse avec un baiser qui avait le goût du sel et de nouveaux commencements. Mais tout comme une porte se fermait, une autre menaçait de s'ouvrir et de tout compliquer. 3 jours avant notre départ prévu, pendant que Matteo était dans son appartement en train d'empaqueter ses dernières affaires, je reçus un message d'un numéro inconnu. « Daniel, c'est Sofia. Je sais que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé, mais je suis de retour à la ville de Mexico. Pouvons-nous nous voir? S'il te plaît, c'est important. » Je fixai l'écran pendant plusieurs minutes, mon pouce accélérant. Sofia, 2 ans sans nouvelles d'elle au-delà d'occasionnelles mises à jour Instagram, et maintenant elle apparaissait juste quand ma vie prenait enfin forme. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû bloquer le numéro et passer à autre chose. Mais il y avait une partie de moi, cette partie qui n'avait jamais eu de closure appropriée, qui avait besoin de savoir ce qu'elle voulait, qui avait besoin de la regarder dans les yeux et de confirmer que ce que j'avais ressenti pour elle était vraiment resté dans le passé. Donc je lui répondis que nous pouvions nous rencontrer le lendemain au café El Jarrocho, un endroit neutre où nous avions l'habitude de prendre le petit déjeuner le dimanche, quand nous étions ensemble. Je ne dis rien à Matteo. Je me disais que c'était parce que je ne voulais pas l'inquiéter inutilement que ce n'était pas grand-chose. Mais au fond, je savais que c'était parce que j'avais peur de sa réaction, peur que cette nouvelle confiance entre nous soit trop fragile pour supporter la mention de mon ex. Sofia arriva 5 minutes en retard, comme toujours. Je la vis entrer dans le café et ma respiration se bloqua, non par attraction mais par la pure familiarité d'elle. Ses cheveux noirs plus courts maintenant, coupés en un bob élégant, son style plus soigné, plus new-yorkais, avec un blazer cher et des jeans de designer. Elle était toujours belle,
Mais c'était une beauté qui ne me touchait plus. « Daniel, dit-elle, et son sourire était nerveux tandis qu'elle se glissait sur le siège en face de moi. Tu as l'air bien, vraiment bien. Toi aussi, Sophia. » Et c'était vrai. Elle avait l'air d'une réussite, comme si New York lui avait réussi. « Qu'est-ce que tu fais de retour? Ils ont transféré mon bureau ici. Grande promotion, plus de responsabilités. » Elle joua avec sa tasse de café sans me regarder directement. « Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je voulais te voir. Quelle est la raison? » Elle respira profondément, puis ses yeux rencontrèrent les miens, vulnérables d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. « J'ai commis une erreur, Daniel. Te quitter a été la plus grande erreur de ma vie. J'ai passé 2 ans à essayer de me convaincre que j'avais fait le bon choix, que ma carrière était plus importante, mais je me mentais seulement. Tu me manques. Ce que nous avions me manque. Et maintenant que je suis de retour, j'espérais que peut-être nous pourrions réessayer, bien faire les choses cette fois. » Le monde s'arrêta. Il y a 2 ans, un mois même, ces mots auraient été tout ce que je voulais entendre. Ils auraient été la validation dont j'avais besoin, la preuve que j'avais été suffisant, que ce n'était pas moi le problème. Mais maintenant, je ne me sentais que vide et autre chose, quelque chose comme de la pitié pour elle, pour ce moment qui arrivait trop tard. « Sophia, commençai-je doucement, j'apprécie ton honnêteté, vraiment, mais y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle, et il y avait de la douleur dans sa voix, mais aussi de la compréhension, comme si elle connaissait déjà la réponse. Oui, Matteo, et je pars à Barcelone dans 3 jours, avec lui, pour 2 ans. Waouh! Elle s'adossa à sa chaise, digérant. C'était rapide. Parfois, ce qui est juste arrive vite, dis-je, et je me rendis compte que je le croyais complètement. Écoute, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, et je suis désolé si je t'ai blessé dans le passé, si je n'ai pas été assez clair sur ce que je ressentais. Mais ce que nous avions, Sophia, était réel à l'époque, et ça m'a aidé à grandir de manière dont j'avais besoin. Mais c'est fini. Ça fait longtemps que c'est fini. Es-tu heureux? Demanda-t-elle à voix basse. Avec lui? Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Elle sourit, et c'était triste mais sincère. Alors je suis contente pour toi. Vraiment. Tu mérites ça, Daniel. Tu l'as toujours mérité. Nous nous dîmes au revoir dehors du café, une étreinte brève qui ressemblait à la fermeture définitive d'un chapitre. Tandis que je marchais de retour à mon appartement, je sentis comme si un poids que je ne savais pas porter s'était enfin levé de mes épaules. Mais quand j'arrivais à la maison, Matteo était là à m'attendre, assis sur les marches dehors de mon immeuble, et l'expression sur son visage me dit que quelque chose n'allait pas du tout. « Matteo, que s'est-il passé? Je pensais que tu serais en train d'empaqueter. Où étais-tu » Sa voix était plate, soigneusement contrôlée d'une manière qui m'effraya plus que s'il avait crié. « Je suis sorti prendre un café, pourquoi? Avec qui, Daniel ?» Mon estomac se noua. « Comment? Carlos m'a appelé. Il a vu ta story Instagram d'il y a 1 heure. Sophia a tagué le café dans sa story aussi. Je ne suis pas idiot, Daniel. Allais-tu me dire que tu l'avais vu ou allais-tu juste mentir par omission? Je ne mentais pas, dis-je rapidement, bien que je sache que techniquement je l'avais fait. Elle m'a écrit hier en voulant parler et je... Toi quoi? Tu as décidé que c'était une bonne idée de voir ton ex 3 jours avant que nous déménagions ensemble sur un autre continent sans m'en parler? Maintenant, il y avait de l'émotion dans sa voix, de la douleur et de la colère se mélangeant. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, Daniel? Que je ne le découvrirais pas? Ce n'était rien. Ma propre frustration grandissait. J'avais juste besoin de closure, Matteo. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et de confirmer que ce que j'avais ressenti pour elle était vraiment fini. Et c'est fini? Me défia-t-il, se levant, comblant la distance entre nous. Ou une partie de toi se demande encore ce qui se serait passé si elle était revenue 1 mois plus tôt, avant que toi et moi passions de l'être mal livré à ça? Tu sais que ce n'est pas le cas, criai-je presque. Je t'ai choisi toi, Matteo. J'ai choisi Barcelone avec toi. J'ai choisi cette vie folle et incertaine parce que je t'aime. Ça ne suffit pas? Pas quand tu me caches des choses, dit-il, sa voix se brisant. Pas quand je prends des décisions massives de vie basées sur la confiance que nous sommes là-dedans ensemble et que je découvre ensuite qu'il y a des parties de ta vie que tu décides de garder secrètes. Comment suis-je censé faire confiance que ça marchera si tu ne peux même pas être honnête avec moi sur quelque chose d'aussi simple que voir ton ex? Il avait raison. Dieu, il avait complètement raison et ça me faisait plus mal que sa colère. Je suis désolé, dis-je, ma voix petite. Tu as raison, j'aurais dû te le dire. J'ai eu peur que tu réagisses exactement comme ça et au lieu de faire assez confiance à nous pour être honnête, j'ai pris la sortie facile. Et c'était mal, tellement mal.
Matteo se frotta le visage avec les mains, épuisé. Je ne peux pas faire ça, Daniel. Je ne peux pas monter dans cet avion dans 3 jours si nous allons être ce genre de couple qui se cache des choses. Je ne peux pas déménager dans un autre pays avec toi si tu ne me fais pas assez confiance pour être complètement honnête, même quand c'est difficile. Qu'est-ce que tu dis? Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Tu dis que tu ne vas pas venir? Je dis que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de temps pour traiter si c'est vraiment la bonne chose, ou si nous nous précipitons tous les deux dans quelque chose qui n'est pas prêt. Matteo, s'il te plaît. 3 jours, Daniel, dit-il se retournant. Tu as 3 jours pour décider si tu es vraiment prêt pour ça. Pour nous. Sans secret, sans mensonge, sans partie de toi que tu gardes enfermé. Tout ou rien. Parce que je ne peux pas te donner moins que tout, et je n'accepterai pas moins de toi non plus. Je le regardais s'éloigner, chaque pas ressemblant à un clou dans mon cercueil, et pour la première fois depuis que j'avais décidé d'aller à Barcelone, je me demandais si j'avais poursuivi un rêve qui n'était jamais destiné à devenir réalité. L'appartement ressemblait à une tombe cette nuit-là. Je m'assis à mon bureau, entouré de cartons à moitié faits, billets d'avion imprimés sur la table, contrat signé, visa approuvé, toute l'évidence physique d'un futur qui pendait maintenant à un fil. Je pris mon téléphone et regardai les messages non lus de Matteo. Des dizaines d'entre eux au cours des dernières semaines, de petits textes doux qui m'avaient fait sourire au milieu de journées stressantes. Je pense à toi. As-tu déjà mangé? J'ai hâte de me réveiller avec toi à Barcelone. Je t'aime. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je pris quelque chose de si parfait et l'avais compliqué autant en seulement 24 heures? La réponse était simple. Parce que j'avais peur. Peur d'être complètement vulnérable. Peur de donner tout mon cœur et de risquer qu'on le brise à nouveau. Alors j'avais gardé des secrets, des petites parties de moi enfermées à clé, où personne ne pouvait les blesser. Mais Matteo avait raison. Nous ne pouvions pas construire quelque chose de réel sur une fondation de demi-vérité et de vulnérabilité sélective. Si je voulais ça, si je voulais vraiment une vie avec lui, je devais être prêt à sauter complètement. Pas un pied dedans et un dehors. Pas me gardant des échappatoires au cas où. Tout. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à écrire. Pas une lettre cette fois. Un email. À Editorial Estrella. Je passai les 6 heures suivantes à écrire, effacer, réécrire. Quand le soleil commença à se lever sur Coyoacán, peignant mon appartement en tons dorés et roses, j'appuyai sur envoyer. Et puis je pris mon téléphone et appelai Matteo. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'il réponde. Sa voix sonnait rauque comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Comme moi. Daniel, peux-tu venir? S'il te plaît. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Il y eut une longue pause, et pendant un moment terrible je pensais qu'il allait dire non. Mais ensuite j'entendis du mouvement de l'autre côté de la ligne. Donne-moi 20 minutes. Ce furent les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je pris une douche rapide, mis des vêtements propres, préparai du café bien que mes mains tremblent, tant que j'en renversais la moitié. Quand j'entendis enfin les coups à la porte, mon cœur faillit sortir de ma poitrine. Matteo avait l'air aussi mal que je me sentais. Yeux rouges dégonflés, cheveux complètement ébouriffés, les mêmes vêtements froissés de la veille. Mais il restait la personne la plus belle que j'ai jamais vue. Salut, dis-je faiblement. Salut. Je le laissai entrer, fermai la porte, et nous restâmes là au milieu de mon salon rempli de cartons, nous regardant l'un l'autre comme des étrangers qui avaient autrefois été intimes. Je l'ai écrit à Editorial Estrella hier soir, lâchai-je sans préambule. Ses yeux s'écarquillèrent. Je leur ai demandé de modifier mon contrat. Au lieu de 2 ans à Barcelone, j'ai proposé quelque chose de différent. 6 mois là-bas, 6 mois ici, en alternance pendant 2 ans. Travail à distance quand je suis au Mexique, en présentiel quand je suis en Espagne. Daniel, tu n'avais pas à... Laisse-moi finir, l'interrompis-je doucement. Je leur ai aussi expliqué ma situation, que j'ai un partenaire, que nous construisons une vie ensemble, et que je ne peux pas lui demander de tout laisser derrière pour 2 ans complets, quand il a aussi une vie ici. Des amis, un travail potentiel, une ville qu'il aime. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas accommoder ça, je comprendrais, mais que j'avais besoin d'essayer. Qu'ont-ils dit? Sa voix était à peine un chuchotement. Ils ont répondu il y a 1 heure. Je pris mon ordinateur portable sur la table basse et lui montrai l'email. Ils ont dit oui, qu'ils appréciaient mon honnêteté et mon engagement autant envers le projet qu'envers ma vie personnelle. Qu'ils trouvaient même ça mieux parce que ainsi je pourrais incorporer les 2 cultures dans les illustrations, des perspectives à la fois mexicaines et espagnoles. Matteo lut l'email, ses yeux se déplaçant rapidement sur les mots, et quand il leva les yeux, il y avait des larmes coulant sur ses joues. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu avais raison. Surtout,
Je ne peux pas te demander de tout donner si je ne suis pas prêt à faire la même chose. Et réaliser que j'ai vu Sophia sans te le dire m'a fait affronter quelque chose que j'évitais, que j'essayais encore de tout contrôler, d'avoir des plans de secours, de ne pas m'engager complètement parce que j'avais peur. Je m'approchais de lui, prenant ses mains entre les miennes. Mais la vérité est que je ne veux pas une vie soigneusement contrôlée sans risque. Je veux une vie avec toi, avec tous les risques et le chaos et l'incertitude que ça implique. Et si ça signifie 6 mois ici et 6 mois là-bas, si ça signifie construire une vie qui ne ressemble à ce que personne d'autre fait, alors c'est ce que nous ferons. Mais Barcelone était ton rêve, protesta-t-il faiblement, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'il voulait y croire autant que moi. Non, le corrigeai-je fermement. Barcelone était une opportunité. Un rêve était quelque chose de plus grand qu'une ville ou un travail. Et mon rêve, celui que je ne savais pas avoir jusqu'à ce que tu apparaisses avec tes lettres mal livrées, est de construire une vie avec quelqu'un qui me voit complètement et m'aime quand même. Quelqu'un qui me défie d'être meilleur, plus honnête, plus courageux. Tu es ce rêve, Matteo, toi. Il m'embrassa alors, désespéré et profond, ses mains sur mon visage me tenant comme si j'étais la seule chose réelle dans un monde incertain. Ça avait le goût du café et des larmes salées et des promesses que nous étions tous les deux prêts à tenir pour de vrai cette fois. Je t'aime, murmura-t-il contre mes lèvres. Je t'aime tellement que ça me fait peur, parce que je n'ai jamais ressenti ça avant, pas même avec Andrea. C'est différent, plus grand, plus réel. Je t'aime aussi, répondis-je, pressant mon front contre le sien. Et je sais que nous allons commettre des erreurs. Je vais encore merder, probablement plusieurs fois. Mais je promets plus de secrets, plus de me cacher. Si nous faisons ça, nous le faisons complètement. Marcher? Marcher, sourit-il. Et c'était comme voir le soleil se lever après une tempête. Alors, quand est notre premier vol pour Barcelone? Après-demain, si tu veux toujours venir. Tu plaisantes? J'ai déjà démissionné de mon travail, dit à mon propriétaire que je partais, et vanté à tous mes amis mon petit ami illustrateur qui m'emmène en Europe. Il n'y a aucune chance que je reste maintenant. Nous rîmes, le son libérant toute la tension qui avait comprimé ma poitrine au cours des dernières 24 heures. Et puis nous passâmes le reste de la journée à finir d'empaqueter ensemble, cette fois comme une vraie équipe, partageant des histoires sur chaque objet que nous décidions d'emporter ou de laisser, construisant le récit de qui nous étions et de qui nous voulions être. Cette nuit-là, allongé dans mon lit qui dans 2 jours ne serait plus le mien, entouré de cartons scellés et de valises fermées, Matteo me lut de la poésie de Jaime Sabines à voix basse. « Ce n'est pas que je meurs d'amour, je meurs de toi. Je meurs de toi, amour, d'amour de toi, d'urgence mienne, de ma peau de toi, de mon âme de toi et de ma bouche, et de l'insupportable que je suis sans toi, » récita-t-il, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon dos nu. J'ai toujours pensé que c'était exagéré, ce genre d'amour dévorant que décrivent les poètes. Mais maintenant je comprends. C'est exactement comme ça que je t'aime, Daniel. De cette manière consumante et inévitable. Limant un autre, chuchotai-je, ma tête sur sa poitrine écoutant le rythme constant de son cœur. Je t'aime quand tu te tais parce que tu es comme absente, commença-t-il, passant à Neruda, et tu m'entends de loin, et ma voix ne te touche pas. Il semble que tes yeux se soient envolés et il semble qu'un baiser te fermait la bouche. Celle-là est triste, protestai-je, levant la tête pour le regarder. Seulement le début. La fin est meilleure. Il sourit, se penchant pour m'embrasser doucement. Je t'aime, quand tu te tais parce que tu es comme absente, distante et douloureuse comme si tu étais morte. Une parole alors, un sourire suffisant, et je suis joyeux, joyeux que ce ne soit pas vrai. Mieux, acquiesçai-je me blottissant plus près de lui. Beaucoup mieux. Daniel? Oui? Merci. Pourquoi? Pour me donner ça, pour nous donner ça, pour être assez courageux pour risquer quand je sais que c'est ce qui te fait le plus peur. Tu m'as rendu courageux, lui dis-je honnêtement. 37 lettres mal livrées m'ont appris que parfois les meilleures erreurs sont celles qui nous mènent exactement où nous devons être. 2 jours plus tard, nous étions à l'aéroport international de Mexico, nos valises enregistrées, billets d'avion en main, sur le point de monter dans l'avion qui nous emmènerait vers notre nouvelle vie. Carolina était venue me dire au revoir, pleurant tant que j'ai dû lui rappeler que je reviendrais dans 6 mois. Mes parents avaient appelé ce matin-là avec des bénédictions et des promesses de nous visiter à Barcelone. Carlos avait donné à Matteo une étreinte d'ours qui l'a presque étouffé et lui a fait promettre d'écrire. Tandis que nous attendions dans la file pour embarquer, Matteo sortit quelque chose de sa poche. Une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, reconnaissant ma propre écriture sur le devant. L'enveloppe numéro 37, la dernière que j'ai livrée mal intentionnellement avant de finalement me livrer correctement. Il sourit,
la retournant pour me montrer le dos. Je ne t'ai jamais montré ce que j'en ai fait. Au dos de l'enveloppe, avec une encre noire soigneuse, il avait écrit un poème. Son poème. Les premières lignes que Mateo Reyes avait écrites et partagées avec quelqu'un. Et 37 excuses pour te toucher. 37 mensonges qui disèrent la vérité. 37 fois où j'ai pratiqué le courage avant de finalement le trouver. Et dans la 38e lettre, j'ai enfin écrit la seule chose qui comptait. Je t'aime. Et j'espère que ça suffit. Ma vision se brouilla de larmes. Mateo, c'est magnifique. Tu m'as donné envie d'écrire à nouveau, dit-il doucement. Tu m'as donné quelque chose qui valait la peine d'être écrit. Puis-je la garder? Elle est à toi, comme moi, comme tout ça. Il fit un geste englobant l'aéroport, l'avion qui attendait, le futur incertain que nous allions commencer ensemble. Nous montâmes dans l'avion main dans la main, trouvâmes nos sièges, et tandis que l'avion décollait s'élevant au-dessus de Mexico qui avait été ma maison toute ma vie, je regardais par la fenêtre voyant les lumières de la ville se transformer en une carte d'étoiles terrestres. Nerveux? Demanda Mateo serrant ma main. Terrifié, admis-je honnêtement, mais aussi excité, plus excité que je ne l'ai été depuis des années. Moi aussi. L'avion se stabilisa, les lumières de la cabine s'atténuèrent, et la plupart des passagers s'installèrent pour le long vol transatlantique. Mateo posa sa tête sur mon épaule, ses doigts toujours entrelacés avec les miens. « Daniel » murmura-t-il, déjà à moitié endormi. « Oui, quand nous arriverons à Barcelone, penses-tu que je pourrai enfin livrer le courrier correctement ?» Je ris doucement, embrassant le haut de sa tête. « Je ne sais pas, mais honnêtement, j'espère que non. Tes erreurs ont été la meilleure chose qui me soit arrivée. Bons erreurs, » murmura-t-il, et puis il s'endormit, sa respiration devenant profonde et régulière contre mon épaule. Je restais éveillé un peu plus, regardant par la fenêtre tandis que nous traversions l'océan vers notre futur incertain. Dans mon sac à dos, sous le siège devant moi, était la boîte à chaussures, avec 37 enveloppes, chacune illustrée de moments de solitude et d'espoir. Et maintenant, il y en avait une 38e, avec le premier poème de Mateo, marquant le début de quelque chose de nouveau. Je ne savais pas ce qui nous attendait à Barcelone. Je ne savais pas si le plan de 6 mois ici et 6 mois là-bas fonctionnerait parfaitement, ou si nous devrions nous adapter à nouveau. Je ne savais pas si dans un an nous serions exactement où nous avions prévu ou dans un endroit complètement différent que nous n'avions même pas imaginé. Mais je savais ceci, nous étions ensemble, et c'était la seule chose qui comptait vraiment. L'amour, j'avais appris, n'était pas trouver quelqu'un avec qui tout était facile. C'était trouver quelqu'un pour qui valait la peine d'affronter le difficile. Quelqu'un qui te faisait vouloir être plus courageux, plus honnête, plus complètement toi-même. Mateo était ça pour moi. Et moi, miraculeusement, j'étais ça pour lui. 37 erreurs qui m'avaient emmené au succès parfait. Tandis que l'avion volait à travers la nuit, nous emmenant vers un lever de soleil sur un nouveau continent, je fermais les yeux et souris. Pour la première fois en années, le futur ne me faisait pas peur. Il m'excitait. Parce que où que nous allions, quoi que nous fassions, nous écririons notre propre histoire. Une histoire qui avait commencé avec du courrier mal livré et qui, ne se terminait pas. Elle commençait à peine. Et j'avais le sentiment que ce serait la meilleure histoire que j'aiderais jamais à écrire. 3 mois plus tard, je reçus une enveloppe dans notre petit appartement dans le quartier de Gracia à Barcelone. Elle était adressée correctement, avec des timbres espagnols et tout. Je l'ouvris pour trouver une lettre de la señora Carmen Ruiz de l'appartement 3C à Coyoacán. « Cher Daniel », disait-elle d'une calligraphie tremblante de vieille dame, « votre ancien facteur m'a donné votre nouvelle adresse avant de partir. Je voulais que vous sachiez que toutes ces années de courrier mal livré m'ont finalement mené à connaître mes vrais voisins. Et votre histoire avec ce jeune facteur m'a donné l'espoir que l'amour existe encore, même en ces temps difficiles. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec affection, Carmen. » Je montrai la lettre à Mateo, qui était dans notre petite cuisine en train d'essayer, et d'échouer, à faire une paella pour le dîner. Il lut par-dessus mon épaule, ses bras m'entourant par derrière, et rit. « Regarde ça, » dit-il, embrassant mon cou. « Même mes erreurs sont arrivées aux bonnes personnes, finalement. »« Ils l'ont toujours fait, » répondis-je, me retournant dans ses bras pour l'embrasser correctement. Toujours. Barcelone était magnifique. L'appartement était petit mais cosy, avec des fenêtres donnant sur une rue étroite où les cafés servèrent du café qu'on lèche et des croissants le matin. Mateo avait trouvé du travail dans une librairie proche, tout en écrivant de la poésie le soir. J'étais plongé dans les illustrations, plus inspiré que je ne l'avais été depuis des années, incorporant les couleurs et textures à la fois du Mexique et de l'Espagne dans mon travail.
Ce n'était pas parfait. Nous nous disputions parfois, généralement sur des choses stupides comme qui avait oublié d'acheter du lait, ou dont les vêtements prenaient trop de place dans notre minuscule placard. L'espagnol de Matteo était terrible, malgré que ce soit sa langue maternelle parce que le catalan dominait ici et le confondait. Les tacos de mon stand préféré à Coyoacán me manquaient, ainsi que les matins paresseux dans mon appartement rempli de lumière. Mais chaque nuit, nous nous endormions enchevêtrés ensemble dans notre petit lit, et chaque matin nous nous réveillions en nous choisissant à nouveau. Et ça, j'avais appris, c'était ce que signifiait vraiment l'engagement. Pas un grand geste une fois, mais de petits choix tous les jours. « Daniel ?» La voix de Matteo me sortit de ma rêverie. Il tenait son téléphone, une expression étrange sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma sœur, la plus jeune, Patricia. Elle m'a écrit. Ses mains tremblaient légèrement. Elle dit qu'elle veut parler, que je lui ai manqué, que peut-être maman aussi. Mon cœur se gonfla pour lui. Vas-tu répondre? Je ne sais pas, j'ai peur. Et si elles veulent juste me blesser à nouveau? Je m'approchai, prenant son visage entre mes mains. Alors nous les affronterons ensemble. Et si elles te blessent, je serai là pour t'aider à guérir. Mais Matteo, et si elles ne le font pas? Et si c'est leur manière de dire qu'elles avaient tort? Ne vaut-il pas la peine d'essayer? Il acquiesça lentement, ses yeux cherchant les miens pour de la force. Je réponds maintenant? Réponds quand tu seras prêt. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Pas de précipitation. Je serai là quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, après qu'il ait finalement répondu à sa sœur avec un message prudent mais plein d'espoir, nous nous assîmes sur notre petit balcon en buvant du vin bon marché et en regardant les lumières de Barcelone briller en dessous de nous. Penses-tu parfois à comment ça aurait été si j'avais livré cette première lettre correctement? Demanda soudain Matteo. Tout le temps, admis-je. Et puis je me souviens que les meilleures erreurs sont celles qui nous mènent exactement où nous devons être. Philosophique, se moqua-t-il. Mais il souriait. J'ai appris du meilleur. Un facteur poète qui se trouve être assez sage quand il ne perd pas le courrier. Ex-facteur, me corrigea-t-il. Maintenant, je ne suis que poète et vendeur de livres. Et ton petit ami absolument amoureux qui continuerait à mal livrer ton courrier juste pour avoir une excuse de te voir. Tu n'as pas besoin d'excuses, lui dis-je, me penchant pour l'embrasser. Tu m'as déjà. Pour toujours, j'espère. Pour toujours, promis-je. Et en cet instant, sous les étoiles espagnoles avec l'homme que j'aimais à mes côtés, je sus que c'était une promesse que j'avais toute l'intention de tenir. Notre histoire avait commencé avec 37 erreurs. Mais comme il s'est avéré, ces erreurs étaient à la carte qui nous avait menés exactement où nous devions être. Ensemble. Enfin, complètement ensemble. Et ça, décidai-je, n'était pas une erreur du tout. C'était parfait. Si tu as apprécié cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il te plaît, laisse-nous dans les commentaires une note de 0 à 10 pour cette histoire. Tes commentaires sont très importants pour nous et nous aident à créer un meilleur contenu pour toi. Merci.